Alors Spira News, c'est des news sur Spiral. Aujourd'hui, je suis à Marrakech avec Thierry Lamberger de l'ISPB. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux à Marrakech? Eh bien écoute, on est là pour le congrès IP3S. Voilà, je me rappelle plus, il me rappelle, c'est bien. L'IP3S, c'est quoi? C'est un congrès autour de deux UNT, université numérique thématique, celle de l'UMVF et celle du sport. Et donc on est plusieurs centaines de personnes ici à discuter de la pédagogie médicale, la pédagogie au niveau des STAPS. Donc Thierry, tu es venu avec moi participer à ce congrès. En tant qu'enseignant en pharmacie, qu'est-ce que ça t'apporte de venir à des congrès comme ça? Eh bien en fait, il y a tout un ensemble de communications qui sont très intéressantes. Et puis c'est surtout au niveau des échanges entre les différents congressistes. On va vers les autres pour discuter de nos différentes expériences et éventuellement élaborer des nouvelles collaborations, d'avoir des nouvelles idées par cet échange très riche entre les participants. Il y avait aussi une session spécifique à la pharmacie à laquelle tu as assisté? Oui, donc en fait c'est très intéressant, c'était l'UNSPF. Donc en fait c'est quelque chose qui se charge de mutualiser toutes les ressources pédagogiques à destination des étudiants en pharmacie, donc je trouvais ça très intéressant. Je tenais à apporter une précision aussi. Oui, en fait, même si on a du soleil maintenant lors de la séquence de Spira News, sur les 5 jours de congrès, 4 jours de pluie, le déluge. Merci Thierry pour ce témoignage. J'ai discuté aussi avec Jean-Paul Fournier qui va nous présenter un peu son expérience autour de la pédagogie médicale, de la simulation en médecine d'urgence qu'il a mis en place à Nice. On va discuter de simulation dans la médecine d'urgence. Jean-Paul est médecin urgentiste. Donc Jean-Paul, tu vas nous décrire un peu ce que tu fais et le projet. Donc la faculté de médecine de Nice s'est dotée d'un centre de simulation médicale qui est fonctionnel depuis mai 2008 et qui est dédié, ce qui est original en France, aux étudiants en médecine. On s'intéresse aux étudiants en médecine du DCEM1 au DCEM4 et on a 3 programmes qui sont en cours de développement, qui ont déjà commencé pour les DCEM1. Pour les DCEM1, on intègre leurs connaissances de sémiologie, qu'elles soient médicales, chirurgicales, d'imagerie ou de biologie, dans des scénarios qui permettent de mettre tout ça en parallèle et en fonction et de les faire progresser. Pour les étudiants de DCM4, on va s'intéresser à la même logique dans le cadre du module 11, module de synthèse clinique et thérapeutique. Et pour les étudiants de DCM2 et DCM3, on va les initier aux gestes techniques, mais en projetant ces gestes techniques dans leur environnement. Pourquoi est-ce qu'on fait ce geste? Quelles sont les alternatives? Quelles sont les bases techniques, anatomiques? Comment se passe le geste sur simulateur et quelles sont les conséquences de ce geste éventuel en termes de complications, en termes de gestion, de résultats d'examen complémentaires, par exemple, pour un geste de ponction comme une ponction lombaire. D'accord, donc moi j'ai une question à te poser. Tu viens de parler de simulateur. Nous à Lyon 1, on utilise un CD-ROM qui s'appelle MicroSim qu'on a mis en ligne pour les étudiants de 3e à 6e année en médecine d'urgence. Quel simulateur? Vous avez quelque chose un peu différent. Quel simulateur vous avez mis en place à l'université de Nice? Absolument. Alors on a 2 types de simulateurs. On a des mannequins qu'on pourrait qualifier d'intelligents parce que ces mannequins peuvent parler, peuvent simuler beaucoup de situations cliniques aiguës avec des paramètres techniques qu'on peut modifier, faire baisser la pression artérielle, faire monter la fréquence cardiaque, provoquer un arrêt respiratoire, provoquer des tas de situations aiguës qui permettent de gérer beaucoup de ces situations auxquelles tous les étudiants en médecine seront confrontés au cours de leur cursus, que ce soit un arrêt cardiaque, que ce soit une pause de voie centrale qui se complique ou d'autres situations de ce type. Et à côté de ces mannequins sophistiqués, on a des mannequins pour les gestes techniques, pour apprendre par exemple la pose de voie veineuse périphérique, pose de voie veineuse centrale, le contrôle des voies aériennes, l'exsufflation d'un pneumothorax, un drainage vésical chez l'homme ou chez la femme. D'accord, et ce simulateur, toi tu peux le programmer? Les simulateurs, je peux les programmer soit au fil de l'eau, c'est-à-dire m'adapter à partir d'un scénario qui est préétabli à la façon dont les étudiants vont réagir. Je peux utiliser aussi des systèmes automatisés qui permettront d'avoir des scénarios qui soient absolument reproductifs, ce qui peut être intéressant si on passe à l'évaluation des étudiants, par exemple dans le cadre du module 11. D'accord, on met tous les étudiants dans le même cas, Absolument. les uns après les autres. D'accord, on va voir comment ils réagissent par rapport à ça, la même situation. Physiquement, ça se passe comment? Tes étudiants, ils sont devant le mannequin, toi tu es à côté d'eux, tu es loin d'eux, tu es à distance, comment? Alors, on a 3 salles qui sont fonctionnelles depuis mai 2008 et qui sont toutes bâties sur le même modèle. Une partie technique qui est séparée de la partie hospitalière, entre guillemets, par une cloison avec une vitre sans teint. La partie technique permet de contrôler le mannequin.
On parle avec les étudiants par l'intermédiaire d'un micro et on est 2 enseignants. Un qui pilote le mannequin, un qui est en salle avec les étudiants et qui vérifie que tout se passe bien, qui va faciliter la séance, éventuellement redresser les étudiants s'ils ont tendance à trop s'égarer. Ils peuvent jouer par exemple le rôle d'un infirmier aguerri ou c'est les urgences, ce qui est très, très banal. Il peut jouer le rôle d'un surveillant, il peut jouer le rôle d'un médecin qui encadre des étudiants. Il peut avoir des tas d'activités. Une fois que la séance est terminée, on a 5 étudiants qui ont interagi avec le mannequin, qui l'ont examiné, qui l'ont interrogé, qui l'ont été perfusé, sondé, etc. On va reprendre la séance pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui aurait pu se passer avec les 5 étudiants qui étaient avec le mannequin et 5 étudiants qui ont servi de spectateurs. La séance dure une demi-heure, on s'est aperçu que c'était un peu court, maintenant elles vont durer 90 minutes. Et ensuite on recommence avec un autre cas et les étudiants qui étaient spectateurs deviennent acteurs et on recommence de la même façon. Et quel est pour toi, pour les étudiants, quel est l'apport de la simulation par rapport à la réalité ? Ce qu'ont vu les étudiants, c'est que ça permettait de dédramatiser des situations qui étaient angoissantes. Ils ont l'impression que maintenant qu'ils sont passés au centre de simulation, ils vont être moins inquiets et potentiellement moins dangereux avec leur passeur quand ils seront confrontés à la situation dans la vraie vie. Parce que c'est quand même une opération assez coûteuse. Comment vous avez financé cette opération ? On a eu trois sources de financement. La première source, c'est la faculté de médecine. La deuxième, c'était l'université de Nice. La faculté de médecine et l'université de Nice ont fonctionné pour financer toute la structure, c'est-à-dire les salles, la réfection des salles, le matériel audiovisuel. Et le troisième tiers, pratiquement, est venu du Conseil général qui a financé l'achat des mannequins. C'est intéressant ce qu'a dit Jean-Paul. Très intéressant. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'expérience de Paris 6. Yves va nous présenter toute l'expérimentation, le dispositif mis en place à Paris 6 autour de la captation des podcasts. Yves ? C'est parti. Donc Yves, tu as mis en place le podcast à Paris 6. Est-ce que tu peux me décrire la solution ? Alors, pour être tout à fait précis, ce n'est pas exactement un podcast. En réalité, c'est de la vidéo à la demande. Les étudiants peuvent voir le cours pendant le cours et le revoir après le cours quand ils veulent. D'accord. Il faut être inscrit à l'université pour avoir accès au cours ? Il faut être inscrit à l'université. Ceci pour 2 raisons. Parce que le doyen a obtenu des professeurs qui le soient filmés uniquement si c'était réservé à leurs étudiants, ils sont un peu timides. Et puis pour un deuxième problème qui est un peu général, c'est les problèmes de copyright sur les documents. Et comme tout professeur, ils utilisent des documents qu'ils prennent dans les revues ou ailleurs, et on n'a pas le droit de les mettre en public. D'accord. Et ces documents sont accessibles sous quel format de podcast ? C'est du flash, du réel vidéo ? Non, c'est du réel. On a choisi le format réel. Oui. Parce que le visualiseur existe pour toutes les plateformes, Linux, Macintosh et PC, et que nous, on voulait être indépendants des constructeurs. Les étudiants se connectent dans l'ENT. Et si un cours se déroule, ils ont un petit clap de cinéma qui leur montre que le cours se déroule. Ils cliquent, la fenêtre réelle, à condition qu'ils aient mis le plugin, s'ouvre et ils voient le cours. S'il n'y a pas de cours, c'est indiqué qu'on ne diffuse pas à ce moment-là. Et à un autre endroit dans le NT, ils voient toute la liste des cours sous forme calendaire ou par matière et ils choisissent le cours, ils regardent et ils ont les fonctions d'un magnétoscope à ce moment-là pour revoir le cours. Et quelles sont les solutions de captation que vous avez mis en place dans l'amphithéâtre ? Là, on n'a rien inventé, on a repris la solution qui avait été mise en place par les médecins et Dominique Asboun en particulier pour diffuser le cours qui se tenait dans un amphi, dans d'autres amphis, puisqu'on a tellement d'étudiants qu'il fallait diffuser dans d'autres amphis. Donc on a capté le signal, on le numérise avec un PC qui est dans une salle derrière qui envoie le flux vers deux gros serveurs de vidéo qui se trouvent au CRI de l'université. D'accord, vous diffusez juste la vidéo ou avec le PowerPoint associé ? La vidéo est constituée, la vidéo telle qu'elle était constituée, c'était ce que les étudiants voyaient dans les autres amphis. Donc ça contient à la fois le PowerPoint du professeur et puis une vue en vignette mise à côté où on voit le professeur près de son pupitre. D'accord. Et quel est le taux d'utilisation de ces vidéos par cours ? Alors c'est ça a tout de suite très bien marché. Actuellement, on constate maintenant qu'on a 450 étudiants en direct à l'heure du cours. D'accord. Et ensuite, on a une 400 moyenne... sur combien d'étudiants qui devraient On en a 2200 cette année. Ouais. Et on a 200 étudiants en permanence de très tôt le matin. Ça commence vers 6h jusque vers 2-3 heures du matin. Et ça, 7 jours par semaine. Et donc là, on ne peut pas distinguer ceux qui l'utilisent pour revoir le cours de ceux qui le voient en direct. D'accord. Merci Yves pour ces précisions. Voilà. Donc merci Yves pour cette présentation. Thierry, je crois qu'il faut qu'on rentre à Lyon maintenant. Tu crois, Christophe ? Oui, l'université a besoin de nous. Eh bien, c'est parti. On y va.